au 30 août 2023, alors que nous étions en attente des résultats des élections générales, quelqu'un est arrivé pour lire ces résultats, et puis quelques temps après, on a vu les militaires apparaître, nous qui avons fait la veillée, on appelle ça la veillée électorale. On a vu quelqu'un militaire arriver pour dire désormais, toutes les institutions sont dissoutes, le régime est tombé, et puis désormais, ce sont les militaires qui vont faire la transition pour le futur régime, pour les futures institutions. Et ces militaires-là se sont regroupés au sein d'un comité appelé le comité de la de la transition et c'est pour ou et, parce que là il faut qu'on s'entende également. Alors donc c'est le comité de transition pour la restauration des institutions. Voilà ce qu'ils viennent faire, restaurer les institutions. Ils se sont mis ensemble pour dire qu'on restaure les institutions. Mais comment ils vont faire pour restaurer les institutions? Ils vont prendre un petit temps de notre vie, de leur vie également, pour restaurer les institutions. Et comme ici, notre souci n'est pas d'utiliser les gros mots pour que tous ceux qui sont ici puissent comprendre, on va les décortiquer, on va les rendre plus accessibles, on va les rendre plus simples pour que tout le monde comprenne. C'est quoi la restauration? C'est quoi les institutions? La loi qui nous gère, qui est notre acte de naissance, l'acte de naissance de notre État s'appelle la Constitution. Dans cette Constitution, c'est une loi qu'on appelle la Constitution. C'est la loi là qui crée l'État. Dans cette Constitution, la loi là va dire, voilà comment nous allons gérer le pays. Dans ce pays, il y aura les principes que les autres connaissent. J'ai la liberté d'aller et de venir. J'ai la liberté de parler. On appelle la liberté d'expression. J'ai la liberté d'informer. J'ai la liberté de choisir ma maison, mon domicile. J'ai la liberté j'ai le droit, je demande à l'État de me trouver les moyens pour aller à l'école. Donc on est dans les droits fondamentaux de tout individu. C'est dans la Constitution que je vais vous demander d'aller regarder après ici. Ce ne sont pas des droits qui sont inventés. C'est dans ce qu'on appelle l'entrée de la Constitution, c'est-à-dire l'introduction qu'on appelle au préambule. Il y a tous ces droits. Et puis la Constitution va nous dire, mais tout le monde ne peut pas s'occuper des affaires du pays. Donc il nous faut quelqu'un pour le faire. Et là, on a choisi ce qu'on appelle le régime semi-parlementaire. Ça veut dire que c'est un régime qui a à la fois le président de la République et puis après il y a les parlementaires, les députés et les sénateurs. Ceux-là sont les représentants du peuple. Ce sont les représentants du peuple. Je suis obligé de passer par là pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle le régime. Il y en a qui disent c'est quoi le régime? Mais c'est quoi les institutions? C'est quoi tous ces gros mots-là? Le régime, c'est le choix que l'État a fait de gérer en fait les biens publics. Par qui ces biens vont être gérés? Par qui les lois vont être votées? Qui va juger? Et donc, toutes ces entités-là, ce sont des institutions. Vous avez la présidence de la République qui est une institution. Institution parce que le mode de désignation du président de la République est prévu par la loi. Le fonctionnement du président de la République est prévu par la loi. Il y a ensuite les parlementaires où vous avez les sénateurs et les députés. Comment on doit les choisir? C'est prévu par la loi. Comment ils doivent fonctionner? C'est prévu par la loi, ainsi de suite. Donc la Constitution va énumérer un certain nombre d'organes qu'on appelle les institutions parce que ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est la loi c'est tout le monde. Donc, le fonctionnement est prévu d'avance. Alors les militaires arrivent et ils nous disent, nous on ne veut plus. La Constitution là est vraiment bafouée. Les lois là sont vraiment bafouées. Nous on ne veut plus de ça parce que on a violé la Constitution. La Constitution est inviolable.
personne ne doit la violer. Mais on a compris que les politiques ont violé la Constitution. Nous, on ne veut plus de ça. On veut s'asseoir à nouveau avec les populations pour pouvoir changer toutes ces choses. La loi électorale, comment on doit choisir nos représentants, comment on doit choisir également les différents organes, nous allons nous asseoir. Donc, la période de travail va être ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est donc le passage qui part d'un ancien régime et qui est en attente d'un nouveau régime. Cet espace-là d'attente, on appelle ça la transition. Nous n'avons pas encore un nouveau régime. Est-ce qu'on a élu un président de la République? Non. Est-ce qu'on a élu les députés? Non. Est-ce qu'on a élu les sénateurs? Non. Donc, on est dans cette attente. Ceux qui prennent la décision de dire qu'on va changer les choses vont donc désigner, ne vont plus se fonder sur la Constitution d'il y a avant le 30 août. Ils vont mettre en place une autre Constitution qu'on appelle la Charte de la transition. C'est dans cette attente-là, en attendant que nous entrons dans le nouveau régime, que les gens doivent travailler. Mais qui sont ces gens? C'est vous. C'est nous. C'est tout le monde. Cette transition n'a pas de raison d'être ratée parce qu'on aura dit, bon, on croise les bras, on laisse les autres faire. Non. Personne n'aura le droit de critiquer. Tout le monde doit se mettre dans le bain. Donc la transition, c'est cette période-là où les forces vives de la nation sont invitées à se prononcer sur le prochain régime qui n'est pas encore actuel. Pour l'instant, on est dans la transition. Et donc, dans la transition, on ne peut pas faire les grandes choses. Parce que ceux qui gouvernent cette transition-là ne vous ont pas fait des promesses que non, on va vous construire les routes, on va vous créer les écoles. Ce n'est pas de leur ressort. Et ils sont venus pour restaurer les institutions. Il faudrait que ça soit suffisamment compris, s'il vous plaît. C'est pendant la transition qu'on va dire, ah oui, tiens, il y a un problème de chômage des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer une loi. Il faut mettre en place une loi, et c'est cette loi-là qui va encadrer le travail des jeunes diplômés, des jeunes sans diplôme, des jeunes qui ont perdu un emploi. C'est encore pendant cette période-là qu'on peut prendre une loi pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes filles, celles qui ont décroché, celles qui ne vont plus à l'école. Quelles sont les opportunités qu'il faut mettre en place? Mais dites-moi, qui va le faire si ce n'est vous-même? Mais comment le faire? Parce que ces choses nous paraissent toujours lointaines. Ça se fait par vos différentes contributions. Il faut être soit dans les associations, ou alors avoir un ami qui a une oreille attentive qui serait à l'Assemblée ou au Sénat. Pour dire, tiens, il y a telle situation, j'ai vu les gens de ma catégorie, nous avons discuté, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut proposer, il faudrait que ça soit en loi. Et à ce moment-là, nous tous, autant que nous sommes, nous devions faire l'effort de respecter la loi. Nous devions faire donc cet effort. Donc la transition, c'est cette période d'attente à l'entrée dans le prochain régime, qui peut être un régime présidentiel, ou un régime parlementaire, ou un régime semi-présidentiel. Tout ça veut dire quoi? Un régime présidentiel, c'est le président qui décide de tout. Le régime parlementaire, tout est décidé par les députés et les sénateurs. Le régime semi-présidentiel, c'est là où les députés, les sénateurs et le président de la République se partagent le pouvoir avec une séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir de faire les lois, le pouvoir de concevoir les lois et le pouvoir d'exécuter les lois. Et puis il y a les autres qui sont là pour trancher les litiges. Donc la transition, c'est cette période où vous êtes attendus, où nous sommes tous attendus pour faire des propositions. Des propositions pour notre Gabon, le nouveau Gabon. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes dans l'attente de rentrer dans le nouveau Gabon. Mais nous entrons dans ce nouveau Gabon avec quoi? C'est cette demande-là qui nous est faite et à laquelle nous devions
répondre. Maintenant, comment faire pour faire fonctionner l'État pendant cette période? Est-ce que l'État va arrêter de fonctionner parce que nous sommes en transition? La réponse est non. L'État va continuer à fonctionner. Et donc, ceux qui ont pris le pouvoir vont mettre en place les organes de transition. Vous avez le président de la transition, vous avez le gouvernement de la transition, vous avez le parlement de la transition, vous avez la constitution de la transition qu'on appelle encore la charte de la transition. Mais on parle de la transition parce que c'est provisoire, c'est court. On n'a pas encore déterminé le temps. Il nous revient à tous, au moment où la demande sera faite, de se prononcer sur le temps qu'on souhaiterait proposer pour pouvoir mener à bien cette transition. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas aller plus vite que la montre. Je vais devoir m'arrêter par là et puis attendre les questions que vous allez poser et espérer être à la hauteur donc de vos attentes. Je vous remercie. Donc, conseil, tous ceux qui ont des questions, il suffit de lever la main et la parole sera donnée. Vous avez des questions? Avez-vous des questions? Vous avez tout compris? Est-ce que vous avez compris d'abord ce que c'est la transition? Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que la transition peut attendre de vous? Si on peut s'exprimer comme ça. Vous avez entendu notre expert dire tantôt que si vous avez des propositions, vous avez deux possibilités. Soit vous rentrez dans des associations pour apporter vos idées qui peuvent être traduites en loi parce que nous, on peut se rapprocher d'un député. Ou alors, si vous avez un ami ou un parent député, vous pourriez à ce moment présenter l'idée. En tout cas, la parole circule. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Alonda Richel. Voilà. En fait, c'est pas bien clair encore dans ma tête. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la charte. Parce qu'on a vu sur WhatsApp, il y avait une sorte de charte qui était faite où chacun devait proposer quelque chose. Je pense avoir même lu des choses dedans, mais je me demande, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est... Enfin, où est-ce que ces propositions-là vont? Donc, j'aimerais savoir, d'abord au départ, que comprend la charte? Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Et où vont les propositions qu'on a faites sur WhatsApp partout là? Voilà, merci. D'autres questions d'interrogation? Déjà des éléments d'éclaircissement? Ok. Bon, bonjour à tous, je suis Lady Ogandalia. Par rapport à ce que je pense que la plateforme internet que vous créez, voilà, c'est un lien que vous utilisez sur les réseaux sociaux. C'est un jeune compatriote qui a voulu, voilà, comme vous, comme chacun d'entre nous, pourrait éventuellement le faire. C'est-à-dire, il a voulu faire un sondage. Voilà, il a voulu faire un sondage, donc il a créé cet internet, il a mis un lien où n'importe quel compatriote pourrait éventuellement proposer des choses à la transition. Ça n'a rien à voir, c'est un acte citoyen, c'est un acte, c'est pas des choses. Alors, n'ayant pas l'intention de survoler les questions, il serait souhaitable que chaque personne présente ici parte avec quelque chose de la compréhension de la transition. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Et je comprends que vous dites que c'est pas encore tout à fait clair parce que vous voulez savoir ce que c'est la charte. C'est quoi la charte? Il y a quoi dans la charte? J'ai commencé mon propos en disant que un État se crée par un acte. L'acte qui crée l'État, c'est la Constitution.
Dans la Constitution, il y a les droits fondamentaux. Les droits qu'on reconnaît à tout être humain. J'ai essayé de citer quelques droits. Le droit d'aller et de venir, le droit d'avoir une éducation décente, le droit de choisir sa maison, le droit d'être cultivé, le droit d'être informé même. Après tous ces droits-là qui sont déclinés, il y a des principes également qui gouvernent tout État. Par exemple, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il n'y a pas de raison, même si nous avons à un moment donné constaté qu'il y avait ceux qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi et d'autres qui subissaient la loi. Mais ce qui est écrit dans la Constitution, c'est que la loi doit traiter tout le monde de la même façon. Et puis, passer tous ces principes et ces droits fondamentaux, ce qui fondent l'État, il y a les institutions, donc les organes qui font vivre un État. Ces organes-là s'appellent les institutions. Vous avez la présidence de la République, vous avez le gouvernement, pour ne parler que de l'exécutif. Après, vous avez le Parlement avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous avez le Conseil économique et social. Vous avez la Cour constitutionnelle. Vous avez le Conseil d'État. Vous avez la Cour de cassation. Vous avez un certain nombre d'organes qu'on appelle institutions. Ça s'appelle institutions parce que leur fonctionnement et leur organisation sont prévus par la loi. Donc, la loi, elle est là. Les animateurs passent. C'est pas pour rester à vie. C'est pour rester pendant un moment. Et puis après, on passe. Quelqu'un d'autre vient continuer. Au nom de la continuité du service public. Donc, les institutions, là, c'est ce qui fait vivre l'État. D'accord? Mais comme la Constitution a été contestée, parce qu'on la violait, et parce qu'elle contenait un certain nombre de choses qui n'arrivaient plus à faire respirer les populations. Je parle là de la Constitution de 2023, là. Donc, quand les militaires arrivent, ils disent « Stop !» Ça suffit comme ça. Les institutions sont à refaire, pour reprendre l'expression de mon fils. Là. Donc, il faut refaire tout ça. Mais on ne peut pas refaire ça dans une harmonie souhaitée parce que tout le monde est inquiet, tout le monde est fâché, tout le monde... Donc, on annule tout. En droit, on dit qu'on dissout tout. On fait dissoudre toutes ces institutions pour mettre d'autres institutions en place. Mais, ces institutions qu'on va mettre en place là, c'est pour le prochain Gabon. Le Gabon que nous souhaitons. Nous souhaitons. Lorsque vous souhaitez quelque chose, il faut participer à ce que cette chose soit bien. Le Gabon que nous souhaitons doit avoir en fait des institutions fortes, crédibles et fiables. Mais, à quel moment on doit le faire? On se donne un temps. Le temps là, c'est la transition. Mais pendant la transition, on va fonctionner comment? Puisque l'ancienne constitution l'a annulée. On met en place donc un état provisoire qu'on appelle la transition avec des institutions provisoires. Donc, dans la charte, ce sont les institutions provisoires qui y sont. Il y a 5 au total. Il y a la présidence de la transition. Il y a le Conseil national de la transition. Il y a le Parlement de la transition. Il y a la Cour constitutionnelle de la transition. Et il y a également le Sénat de la transition. Mais le Sénat fait partie du Parlement. Le Parlement, c'est il y a le gouvernement de la transition, la présidence, le gouvernement, le Conseil national de la transition, le Parlement de la transition et la Cour constitutionnelle de la transition. Donc voilà les organes qui vont faire vivre l'État provisoirement, qui sont dans la charte de la transition. Question. Voilà. Ah, vous voulez encore intervenir après la dame? Bonjour tout le monde. Madame, tout à l'heure, vous avez dit que c'est la Constitution qui crée l'État. Voilà. Et donc, comme la Constitution a été dissoute, on a mis en place la charte de la transition. Et donc,
en réalité, dans cette charte, on devrait trouver le temps de la transition. Le temps déterminé pour la transition. Mais pourquoi ce temps, on ne retrouve pas ce temps dans la charte? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il faut encore faire une autre consultation pour déterminer le temps de la transition? Parce que si on se réfère à la Constitution à l'origine, dans la Constitution, on pouvait trouver le temps qui était donné au président. On pouvait dire par exemple, c'était 7 ans, c'était 5 ans. Mais pourquoi dans cette charte, on ne retrouve pas ce temps? Alors, c'est osé que de répondre à cette question, mais nous allons quand même essayer de répondre. Vous savez ce que c'est que notre pays traverse aujourd'hui est inédit. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, personne ne pouvait penser que ça pouvait arriver. C'est arrivé de façon brutale. Et les autorités de la transition ont dit, on ne peut pas déterminer, c'est ce qui a été dit à la télévision, je pense que tout le monde a écouté. On ne peut pas déterminer le temps de la transition seul. C'est avec toutes les forces vives de la nation que nous allons déterminer le temps de la transition. Je pense que cette question a taraudé également nos esprits. Ça nous a interpellés pour dire, mais c'est une transition, elle va durer combien de temps? Mais en même temps, je suis un tout petit peu les informations comme vous, je n'en doute pas. Et là, vous avez vu que le Premier ministre a commencé à lâcher un tout petit peu en parlant de 2 ans. Sans être tout à fait péremptoire, sans être tout à fait très sûr, mais il a parlé de 2 ans. Sauf que nous attendons cette consultation des forces vives de la nation pour la détermination du temps, de la durée, si vous voulez, de la transition. Ce qui nous importe aussi ici, c'est de comprendre, vraiment poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. C'est important que nous puissions échanger. Nous nous sommes levés pour dire, on refuse d'être désormais des suiveurs. Nos citoyens doivent savoir que j'ai des droits au même niveau que les obligations qui m'incombent. Mais mes droits vont jusqu'où? Et c'est dans la quête de la connaissance de ces droits que nous nous sommes levés pour dire, il faudrait que les gens sachent. Parce que, vous savez, nous avons été à Mélène, et puis il y a un intervenant qui a dit, ah, on nous a sauvés, on nous a libérés. Le président de la transition là peut même faire 10 ans ou 20 ans. Mais c'est en méconnaissance de cause. C'est en méconnaissance. Mais elle n'est pas la seule à le penser. Il y en a même en province, parce que nous avons l'ambition également d'aller en province, expliquer ce que c'est la transition. Parfois, c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion aux hommes politiques, ou même aux hommes providentiels, de s'éterniser quelque part, par ignorance. Donc, parfois, c'est nous-mêmes. Le fait de ne pas agir, on est là, on subit. Quand quelqu'un parle, on pointe du doigt. Il y a une expression, toujours lui, toujours elle, toujours lui, toujours elle. Sans comprendre le message de ce que l'autre apporte. Donc, c'est toujours important vraiment que nous puissions comprendre ces choses-là. Question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je tiens déjà à remercier votre plateforme pour vous donner la parole. Alors, je suis président de l'association de membres. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est que aujourd'hui, en tant que président de l'association, on est un peu perdu par rapport à la situation parce que il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer en tant qu'association, mais je pense que il serait mieux par rapport à la situation que certaines associations, bien comme votre plateforme, nous essayons de trouver plus ou moins des alternatives pour pouvoir réellement faire exprimer ces associations. Je m'explique. Il y a quand même quelques années, là, on n'avait pas le droit de pouvoir s'exprimer sur certaines choses. Et moi, mon association, nous avons eu à faire certains projets. Nous avons eu à élaborer certains projets, mais qui n'a pas eu gain de cause. Et aujourd'hui, on se demande bien qu'avec cette transition, quelles sont les plateformes, quels sont les mécanismes mis en place pour pouvoir faire en sorte que nos associations puissent être écoutées. Parce qu'apparemment, on va un peu dans tous les sens. En tant que responsable d'association, on va là, il y a un nouveau mouvement, là on essaye de voir où on peut s'implanter et essayer de donner notre réflexion. Donc c'était un peu ça ma question par rapport à la transition. Je peux dire.
Bonjour à tous. Je suis Monsieur Éric Bouquetou. Je fais office de secrétaire général de notre belle confédération. Alors, pour répondre à la question de Monsieur le Président, c'est cela? Monsieur Mandinka, parfait. Alors, il faut quand même dire que en l'état, la charte de la transition offre une belle opportunité aux acteurs de la société civile, déjà dans le cadre justement de l'implication dans les organes de la transition. Si autrefois la configuration faisait que, effectivement, ce sont les acteurs politiques majoritairement qui se lançaient à la conquête de cette chambre du Parlement-là, aujourd'hui, avec la charte de la transition, je parle sous le contrôle de l'expert, nous avons effectivement une vingtaine de places en ce qui concerne l'Assemblée nationale et une dizaine de places en ce qui concerne le Sénat, pour le compte de la société civile. Maintenant, nous sommes totalement d'accord qu'avec le tissu associatif, nous avons énormément de présidents, énormément de plateformes. Tout le monde ne sera pas directement représenté. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de travailler en grand groupe, comme disait quelqu'un en Hélène, d'où la quintessence d'avoir des plateformes telles que la nôtre, par exemple. Je n'en fais pas la promotion, même si ça a du l'air. Donc en réalité, c'est de pouvoir s'associer justement dans des grands groupes, porter des réflexions communes et avoir des positions communes sur les questions d'intérêt général. Comprenez? Donc aujourd'hui, l'invitation que, n'est-ce pas, nous vous adressons, c'est de dire que on est tous conscients que tout le monde ne pourra pas aller à l'Assemblée constituante. Mais les acteurs de la société civile qui vont nous représenter, nous devons travailler avec eux de façon directe. C'est-à-dire qu'au niveau associatif, je parle encore une fois en même temps que je réfléchis, l'association des jeunes filles mères a constaté que effectivement au niveau de l'accompagnement ça ne suit pas trop. Donc l'association s'est réunie en interne, essaie de voir quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Si l'association estime que bon, nous on n'a pas le tuyau entre guillemets pour aller directement, l'association peut se rapprocher de la confédération qui a des commissions qui ont été mises en place sur les différentes thématiques de notre société. Ok? Et effectivement, nous étudierons cela en interne ensemble et nous aurons une position, nous ferons effectivement le lobbying auprès de qui de droit pour pouvoir faire passer ça en loi, et moins en projet de loi. C'est une proposition de loi. Parce que si ça vient du parlementaire, c'est la proposition de loi. Donc, c'est cela. J'espère avoir répondu à votre question. Je voulais abonder un peu dans le même sens que notre secrétaire général et vous dire que ne pensez pas que c'est d'autres personnes qui vont arranger le pays à votre place, qui vont faire des propositions à votre place. Nous sommes passés, je pense, à Québec. Et je crois que à Québec, il y avait des gens assez, enfin, qui avaient très bien compris c'était quoi la transition et c'était quoi la possibilité d'apporter des contributions. Et notre expert avait dit, si vous êtes dans un quartier, je prends l'exemple d'une jeune fille mère, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, et que vous pensez que l'État ne vous assiste pas, ou les retraités, l'État ne vous assiste pas, mais mettez-vous ensemble, faites des propositions, allez les donner au chef de quartier. Lui, au moins, vous le connaissez, le chef de quartier. À défaut de rentrer dans une association qui, elle, pourra rentrer dans une confédération. Il faut être dans la transition. Ne subissez pas la transition. Pour que demain, vous soyez encore derrière les murs en disant « Oh, on n'a pas pensé à nous ». C'est le moment de penser à vous-même. C'est juste ça que je voulais rajouter. Vous venez de répondre à ma question parce qu'elle allait dans ce sens. En fait, j'étais en train de lire, je voulais lire, qu'on a l'impression que participer justement à la charte était inaccessible parce qu'on se dit il faut peut-être faire partie d'une association et si on ne fait pas partie d'une association, est-ce qu'il ne serait pas bien que
par exemple, qu'il y ait des représentants dans les mairies ou dans les quartiers où ce sera plus accessible à toutes les populations de proposer quelque chose. En fait, ça, mais je souhaiterais vous prendre par la main et vous sortir de la charte. Je voudrais vous prendre gentiment de la main et puis vous dire, la charte, c'est l'organisation provisoire de notre société. Les contributions qu'on demande n'ont rien à voir avec la charte. Pourquoi? Parce que la charte sera remplacée par la prochaine constitution de la République gabonaise. Parce que la charte, comme la constitution, décline les grands principes, les grandes institutions. Maintenant, les lois qui vont être prises après tout cela, c'est par exemple la loi électorale. Comment on doit voter les députés? Comment on doit voter le président de la République? Comment on doit voter les sénateurs? Comment on doit. Et c'est ça, la loi électorale, c'est pour les représentants du peuple. Mais encore que, il faudrait qu'on détermine déjà le régime que nous allons choisir. Est-ce que c'est un régime des députés? Ça là, on va vous demander, on va vous poser la question. Donc, il faudrait déjà être aguerri. S'il vous plaît, ne cochez pas pour cocher. Demandez que, mais c'est qu'on me demande là signifie quoi? Et c'est pour ça que nous sommes avant-gardistes. C'est-à-dire qu'on prend la chose avant qu'elle ne vienne pour dire, voilà ce que vous deviez avoir comme information. Au moment venu, vous ferez le bon choix. Parce que le régime qu'on va vous demander de choisir, il y en a qui estiment que le régime semi-parlementaire a fait ses classes. La catastrophe est là, où on a eu des grands partis monstrueux qui englobaient tout, qui faisaient des États, en fait des partis-États, ou pour être directeur général quelque part ou ministre, il fallait appartenir à ce parti. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Ou alors si on prend le régime semi-parlementaire, on dépolitise les postes. C'est à nous de répondre. Il nous revient à nous de répondre, s'il vous plaît. C'est à nous de savoir et de saisir cette opportunité. C'est à nous de saisir la chose. De grâce, ne suivez pas les gens. Vous savez, c'est pas plein ici. C'est pas plein ici. Parce qu'on nous demande de l'argent pour le déplacement. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? Vous voulez qu'on vienne payer nous le taxi. Mais vous parlez de changement alors que vous maintenez les mêmes habitudes. Où est-ce que nous on va trouver l'argent? Imaginez un seul instant qu'on soit imposé à l'argent. On va voler pour faire plaisir, pour qu'on voit qu'il y ait 10 000 monde autour du message et le message ne sera même pas compris. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Nous faisons le tour des quartiers pour expliquer l'implication citoyenne. Chaque citoyen doit se dire, je saisis la chose. C'est mon temps. Moi également, on doit m'écouter. Lorsque vous serez amené à voter, parce qu'on a dit que la Constitution, vous allez voter ça par la voie du référendum. Ça veut dire que c'est chaque citoyen qui sera sollicité pour se prononcer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas les gens qui vont décider là-bas, élection générale, tout le monde. Oh non, c'est plus ça, c'est comme ça. C'est à vous de choisir. C'est vous qui devez choisir. Régime présidentiel, qu'est-ce que c'est? Régime parlementaire, qu'est-ce que c'est? Nous reviendrons d'ailleurs sur ces détails. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour vous expliquer ce que c'est la transition. Pour dire aux gens, la transition, c'est pas de dire au président de la transition, donc un président provisoire, oh non, ça fait 50 ans qu'on ne travaille pas. Ça fait 10 ans qu'on n'a plus l'eau et le courant. Oh non, trouvez-nous oh, faites-nous les routes. Ici, il n'y a pas les routes. Est-ce qu'il est venu vous solliciter pour demander votre voix ou bien vos voix sur la base d'un projet de société? Et puis vous lui demandez maintenant de réaliser le projet de société? La réponse est non. Ne confondons pas les situations. Aujourd'hui, ce qui nous revient à nous, c'est de restaurer les institutions. Chacun doit mettre du sien. Chacun doit mettre, en fait, de sa voix. C'est pour cette raison que la première loi qui va être votée et qui va solliciter votre voix, c'est la Constitution. Il faut bien réfléchir avant de cocher. Posez la question à ceux qui savent, ils viendront vous dire.
Si vous avez des hésitations, si vous êtes par exemple 10, 20, 30, 40, 100, 200, vous dites Confédération des associations du Gabon, venez nous édifier, venez nous informer sur les différents régimes. On prépare, on vient vous expliquer. Comme ça, vous allez choisir. C'est vous qui allez choisir. C'est vous. C'est pas, oh non, on m'a donné le dindon, on m'a dit choisis, j'ai choisi. On m'a donné 1000 francs. On est là même dans le système de commander l'argent. Donnez-moi 5000 si vous voulez que je signe. On vous donne 5000. Vous vendez. Vous vendez et après vous allez vous plaindre. De grâce. On a dit qu'on a besoin d'un nouveau Gabon. Que ce nouveau Gabon se fasse avec un nouveau mental. Avec une nouvelle manière de faire. Avec une nouvelle manière de réfléchir. Avec la manière de se prendre en charge. Non, allez-y. Allez-y. Mais les jeunes là-bas au fond, là. Les jeunes, vous ne posez pas de questions. Dieu, papa, toi, tu as la tenue là. Tu as quel âge? Tu as l'âge de voter? Vous posez des questions pour comprendre. Ok, après. Et ce sujet-là viendra au BPC et au BAC. Donc, vous avez tout intérêt à maîtriser ce que c'est la transition. Je vous assure, ça viendra. C'est un sujet d'actualité. Puisqu'on souhaite vraiment comprendre beaucoup dans ce qu'on appelle la transition. Moi, j'ai vraiment envie de comprendre. Lorsque Feu Omar Bongo décédait, il y a eu Feu Rose Rogombe qui a assuré l'intérim. Est-ce que là aussi c'était une sorte de transition? Voilà. Est-ce que là c'était aussi une sorte de transition? Mais on a vu que cette transition-là, elle était déterminée, puis c'était pas très long. Parce qu'après quelques mois, il y a eu directement l'élection de M. Ali Bongo. Constitutionnelle. Donc voilà. Je voudrais comprendre est-ce que la loi avant prévoit plusieurs sortes de transitions en fait? Oui. Vous pouvez mettre le volume? Madame, vous êtes très intelligente et bravo. On va un peu applaudir pour elle. Cette question est pertinente. Cette question est pertinente. Le Gabon a déjà eu plusieurs transitions. En 1990, beaucoup n'étaient pas encore nés. Certains étaient déjà nés. En 1990, nous avons eu une transition parce qu'on a changé de régime. On est parti du monopartisme au multipartisme, mais décidé cette fois-là par les hommes politiques. Lors de vous appelez ça conférence nationale, où toutes les forces vives de la nation avaient été appelées pour dire non. Le parti unique là, ça a l'air d'une dictature. Ils ont discuté et ils sont partis du monopartisme au multipartisme. Mais c'était pas un multipartisme sans autres effets, parce qu'il y avait au cœur de ce multipartisme. Donc on est parti du parti unique, les jeunes qui sont derrière. En 1990, on est parti du parti unique. Il y avait un seul parti politique au Gabon qu'on appelait le PDG. Parti unique. Il n'y avait pas d'autres partis. Il n'y avait même pas la possibilité d'avoir des associations. Et donc les hommes politiques et les autres forces vives de la nation, et on va vous expliquer ce que c'est, se sont mis autour d'une table pour dire qu'il faudrait qu'on change. Mais le président de la République de l'époque était très engagé. Il a ouvert la voie, ils ont fait donc les travaux, ils ont mené les travaux. On est parti du monopartisme au multipartisme, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs partis politiques. Et puis la Constitution a acté cette volonté des forces vives de la nation par une loi de 1991. C'est la fameuse Constitution de 1991 qui a été changée plusieurs fois par les députés et les sénateurs.
jusqu'à aboutir à ce que nous avons vécu au lendemain, non, à la veille du 30 août 2023. En 2009, il y a eu oui, est-ce qu'on peut appeler ça véritablement comme une transition? Ça a tout l'air, parce qu'on avait simplement changé. Je ne pense pas que ça soit dans le sens profond de la transition politique. Mais il y a eu un changement de président de la République et on a appliqué simplement ce que la Constitution prévoyait. À savoir qu'en cas de vacances du président de la République, c'est le président du Sénat qui assurait l'intérim pour les élections du nouveau président de la République. Donc, on a appliqué simplement ce que la Constitution de l'époque prévoyait. La transition actuelle, ce n'est pas une transition voulue par les civils. L'actuelle là, que nous vivons. Elle a été désirée par les militaires. Donc, les formes peuvent changer. Dans tous les cas, on vous appelle pour dire, venez donner votre voix. Que pensez-vous? Et nous allons donc passer au référendum pour choisir notre constitution. D'où l'intérêt pour chacun, en âge de voter, de savoir ce que c'est. C'est quoi les différents régimes? Comment on va voter les députés? Comment on va voter les sénateurs? Comment on va voter les conseils départementaux, les conseils municipaux? Comment on va voter tout ça? Et là, la loi électorale va donner quelques bribes. Et étant donné qu'on vous appelle pour participer, vous pouvez dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Est-ce que vous comprenez, mesdames? Non, vous les jeunes, certainement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous estimons, nous, au niveau de la Confédération, qu'on ne peut pas faire un travail sans les jeunes. Parce que les jeunes caractérisent la durabilité. Quelque chose qui est durable, il faut prendre les générations futures. On ne doit pas les exclure. Ce sont eux qui vont prendre ce que nous allons faire pour continuer et travailler avec les jeunes, les plus jeunes qu'eux. C'est pour ça que la jeunesse, au-delà d'être sacrée comme les politiques le disent, mais elle est vraiment impérative dans ce que nous faisons. Quand je dis les femmes, je ne parle pas des jeunes femmes, je parle des mamans. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, là, on nous utilise pour tout. On nous dit non, venez prendre la bière, venez prendre les t-shirts, venez prendre... Allez, on fait le plan, on ne comprend même pas les enjeux. Et on va vendre l'avenir de nos enfants. Il est temps de comprendre les enjeux. C'est important. S'il y a un souci, posez la question. Si on peut, on répondra. Si on ne peut pas, on vous dira aussi qu'on ne peut pas. La jeune fille au fond, là, tu avais levé le doigt tout à l'heure. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me prénomme Martial. Moi, j'avais une question à poser. Ma question est la suivante. Est-ce que la transition est toujours bonne pour un peuple? Et comment les jeunes, les enfants comme nous, pouvons contribuer dans la transition? Bonne question. La jeune fille, là, derrière le haut rouge, tu avais levé le doigt tout à l'heure. Tu as oublié? Merci, jeune homme, futur leader de ce pays. La transition, parfois, s'impose. En fait, ce n'est pas une question d'appréciation, de choix. C'est vrai que votre jeune âge ne peut pas vous comprendre la situation dans laquelle les gens vivaient. Vous avez vu papa aller le matin au travail, il vient le soir, tous les jours que Dieu faisait. Vous savez pas comment il fait pour traverser Ngondje pour aller travailler à Libreville. Dans quelles conditions il rentre épuisé pour trouver d'autres problèmes à la maison. Vous pouvez pas comprendre que au moment des élections, il a eu envie de changer cette façon de faire. Parce que les gens qu'on choisit pendant les élections, ce sont ces gens-là qui définissent en fait les politiques publiques. Mais comment choisir quelqu'un qui a fait en sorte que nous soyons dans les embouteillages indéfinis d'Ngondje, où vous arrivez au travail, on vous tape dessus.
le patron ne sait pas que vous avez vraiment, vous êtes parti d'ici à 4 heures du matin, bravant parfois le banditisme, pour aller de l'autre côté. Comment comprendre que quelqu'un qui habite au fin fond de Nzengayon, là-bas où il y a, le nom n'est même pas Nzengayon, pour avoir de l'eau, il doit se réveiller à 2 heures du matin. Vous ne pouvez pas comprendre. En fait, la transition parfois s'impose par rapport à ce que nous vivons. Et on va dire à cette personne, tu n'as pas le choix, tu ne choisis pas celui que tu votes. Tu ne choisis pas tu ne choisis pas la personne que tu souhaites être au pouvoir. On te dit, tu choisis une personne et puis terminé. C'était compliqué. Donc parfois, la transition s'impose. Lorsque la situation devient intenable, lorsque la situation devient insoutenable, lorsque la vie devient pénible à vivre, la vie devient difficile en un mot. Comment les jeunes peuvent faire pour contribuer aux idées? Vous pouvez voir des choses dans 10 ans. Parce que on ne va pas vous demander de voter parce que vous n'êtes pas en âge de voter. Mais on ne peut pas vous interdire de penser parce que c'est un droit fondamental. C'est votre droit que de penser, que de réfléchir. Et donc, vous pouvez exprimer vos pensées, vos idées auprès des aînés pour dire, ah, il y a telle situation, est-ce qu'on ne peut pas faire ci, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Et les aînés doivent être en mesure de vous écouter et de comprendre la portée de votre message, de comprendre votre message pour dire, ah, ce que l'enfant l'a dit est vraiment important. On va peut-être, on va élaborer ça pour aller peut-être donner ça au plus haut niveau. Donc, vous pouvez aussi contribuer, même si vous n'êtes pas en âge de voter. Parce que c'est vous qui vivez ce qui se passe dans les écoles. C'est vous qui pouvez dire, par exemple, jeune homme, je m'adresse à vous, vous pouvez dire, il y a trop de bars autour de l'école. Et on vend, par exemple, les stupéfiants. Maman, papa, grand frère, tonton, yaya, est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'annuler les bars aux abords des établissements? Parce que c'est là-dedans où... Parce que c'est vous qui vivez ça. Nos parents, ils ne vivent pas ça. Vous pouvez faire cette proposition, mais c'est une proposition qui peut être effectivement élaborée en loi pour dire, bon, voilà, désormais, à 100 mètres des établissements, on ne peut plus voir les bars. C'est un exemple que je prends comme ça. Donc, vous pouvez tout à fait contribuer. Et bonsoir à tous. Oh, je suis... Non, allez-y, allez-y. Allez-y, Non, allez-y, je dirai après. D'accord, c'est madame. Effectivement, cette constitution qui est en train de partir avait été élaborée au sorti de la conférence nationale en 90. Et c'est en 91 qu'on la mettait en place. Je me reconnais là-dedans. La question que j'ai envie de poser est de savoir, parce que quand nous l'avions élaborée en 91, et elle a été, permettez-moi l'expression, sabotée entre-temps, de 91 à nos jours. Est-ce que dans les jours à venir, effectivement, là je m'adresse à l'expert que vous êtes, est-ce que dans les jours à venir, il serait possible à ce qu'on ne retouche plus à la Constitution? Est-ce que les outils, on peut donner les outils à la population de voir comment éviter de ne plus retoucher n'importe comment la Constitution? Comme vous le disiez tantôt, que la Constitution est l'esprit d'un pays, mais moi je dirais même, c'est l'âme d'une nation. Donc c'est simple ma question. Merci. Monsieur, c'est une proposition. Votre question constitue une proposition, une contribution pour permettre à ceux qui vont élaborer le projet de constitution de mettre des verrous. De sorte que n'importe qui ne touche pas à la Constitution. En 91, il n'y avait pas de verrou. On avait donné la possibilité aux membres du Parlement de pouvoir retoucher. Et voilà ce que ça nous a donné. Avec les mandats impératifs. Où en fait, lorsque vous avez besoin d'être voté, vous venez demander nos voix. Quand on vous vote, on ne vous vote pas par rapport à votre parti politique, mais parfois c'est par rapport à votre personne. Quand
Quand vous arrivez à l'Assemblée, vous oubliez que vous êtes élu national. Vous vous comportez comme les élus des partis politiques pour exécuter toutes les volontés des partis politiques qui veulent se maintenir au pouvoir. Il faut des verrous. Et donc, j'accueille, au nom de la Confédération, votre intervention comme étant une contribution que nous vous demanderons de formuler. Notre siège est bien heureusement en Ngondje. En attendant une autre question, je vais rajouter que l'expert tout à l'heure a dit que, monsieur, c'est à vous que je m'adresse finalement, puisque c'est vous qui avez posé une question, finalement, qui nous interpelle tous, parce que nous voudrons avoir une constitution comme celle des États-Unis, où il y a des lois, des articles qu'on ne touche pas. Notre siège est juste à 2 rues d'ici, à côté de, connaissez l'Oasis des Princes, pas très loin d'ici, on a un bureau là. Si vous n'êtes pas dans une association, vous pouvez vous rapprocher de la Confédération justement pour le proposer par écrit ou rentrer dans une des commissions, parce que nous avons également des commissions que nous avons élaborées par thème afin de mieux nous organiser par rapport à ces contributions-là. Merci. J'attends les interventions des femmes. Tiens, il y a un jeune au fond là-bas. Quand même qu'il nous reste 15 minutes d'échange et de discussion. C'est un jeune Donc, et ensuite, ce sera derrière. Et puis les mamans ici, là, on n'a pas encore... Bien, vous avez bien compris. Ah. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Julie Nyangui et j'aimerais parler du cas de la jeune fille, dans le cas de la transition, bien sûr. J'aimerais savoir où est la jeune fille qui n'a pas eu l'occasion d'être scolarisée. Où est sa place? Parce qu'on n'a pas tous eu l'occasion d'être scolarisés, d'aller à l'école, d'avoir un diplôme. Lorsque nous allons dans les entretiens, on nous pose la question de savoir où est votre document. Nous n'avons parfois pas eu l'occasion d'avoir des documents. Que fait le comité de la transition pour faciliter l'intégration de ces jeunes filles-là? Donc à la fois c'est une proposition, à la fois c'est une question. Merci pour la question. Justement, l'expert le disait tantôt. Il faut être dans la transition, il faut participer. Parce que le problème que vous posez, j'imagine que ça vous concerne directement. Je pense que, ou d'une de vos sœurs, mais je pense que c'est en rapport avec l'insertion. C'est en rapport avec l'insertion. Mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez que l'État doit faire pour insérer les jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, ou des jeunes filles mères? C'est des propositions que vous devez faire, c'est de ça qu'il s'agit, pour que finalement on puisse les mettre en loi, de voir quel député qui peut le porter. C'est ce que l'expert disait tantôt. Et ça concerne aussi les mamans qui parlaient des retraites. À un moment donné, on n'a pas sa retraite. Ça concerne également les jeunes, les garçons, les jeunes hommes qui disaient tantôt, parfois on n'a pas de travail, on est au chômage. Mais qu'est-ce que vous pensez apporter aux CETRI pour qu'ils arrangent vos situations? C'est pas quelqu'un d'autre qui va penser pour vous, hein. C'est d'abord vous-même. Vous avez l'idée, vous la portez. Si vous n'avez pas d'association, venez à la Confédération, on vous mettra ensemble pour élaborer cette question. Merci. Je voudrais une petite minute, parce qu'il y va également de la démarche que nous avons entreprise. La question de la jeune dame me fait réaliser, et certainement que cette idée est partagée par les membres de la Confédération, me fait réaliser que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mais ce n'est pas demain que nous sortirons de l'auberge. On est toujours en attente. Qu'est-ce qu'on fait de la jeune fille? Mais que pense la jeune fille? C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation? Vous savez, je parle avec passion et ça ressemble à de la brutalité. Parce que j'avoue très sincèrement que il y a des choses qu'on doit analyser et puis parfois il faut s'adapter à certaines situations. Que pense la jeune fille?
lorsque la jeune fille répond à une demande d'emploi et qu'on lui demande un papier, quel est en fait l'emploi qui est mis à sa disposition? L'offre là contient quoi? Si on dit par exemple qu'on a besoin d'une secrétaire particulière, elle sait qu'elle n'a pas été à l'école, pourquoi elle répond à cette offre? Est-ce que vous comprenez? Et donc là, pendant cette période de la transition, on dit réfléchissez, donnez les idées de grâce. Ne faites pas en sorte que ce soit les autres qui pensent toujours à votre place, en vos lieux et places. Vous pouvez également penser à la place des autres et puis proposer. Dans un État, surtout le nôtre, où on n'est pas nombreux, on se connaît tous, ne serait-ce que par personne interposée. On est soi-disant 2 millions. Mais 2 millions, qui on va laisser pour compte? On ne doit laisser personne à côté de la rue. Si on trouve quelqu'un à côté de la rue, il faut qu'on sache que la personne a besoin de quelque chose. La personne peut être à côté de la rue parce que, bon, elle est en train de prendre du bon temps. Mais si elle-même, elle ne dit pas que, ah, s'il vous plaît, vous êtes en train d'aller où est-ce que je peux m'embarquer? Vous pensez que c'est quelqu'un qui vient là bouger pour dire, lève-toi, on va partir, c'est une image. Hein? Donc, en fait, l'appel qui est fait et qui nous emmène à aller de quartier en quartier, c'est de dire, tout le monde est appelé à contribuer, à exposer ce que vous vivez. Au PK 11, il y a des jeunes qui ont dit, c'est vraiment, les jeunes ont dit, oui, mais mesdames, messieurs de la Confédération, hein, le transport urbain est entre les mains des étrangers. Nous, on a des permis. Donc, demandez à l'État de nous payer les voitures. Et puis, nous, on leur a dit, mais dites-nous un peu. Les étrangers, là, c'est leurs présidents qui ont payé leurs voitures avec lesquelles ils font le transport. C'est une question. Mais une préoccupation comme ça peut être élaborée autrement. À savoir qu'on met ces jeunes-là en groupe, peut-être de 5-5-5. On prend 3 véhicules. C'est une idée. On met à leur disposition et puis voir leur sérieux. Parce que les étrangers, là, avec une voiture, ils achètent 3, 4, 5 voitures. Il faudrait qu'on soit sérieux. Est-ce qu'on est sérieux avec nous-mêmes? Et donc, nous invitons tout le monde à considérer que le Gabon, là, appartient à tout le monde. Et quand je le dis, les internautes disent, mais c'est maintenant que tu te souviens que le Gabon appartient à tout le monde. Mais je l'ai toujours pensé. Le Gabon appartient à tout le monde. Oui, bien sûr. Juste avant de passer la parole, la question que vous soulevez, j'ai envie de dire, elle n'évolue pas de façon étrangère parce qu'il doit être global. C'est une question d'emploi. En réalité, aujourd'hui, il faudrait, je parle peut-être, je prends votre suite, il faudrait qu'on réfléchisse sur une politique nationale de l'emploi qui intègre effectivement ces questions-là. Sans diplôme. Voilà, les questions voilà, effectivement, il y a la question d'insertion et de réinsertion. On pourrait avoir des politiques, des discriminations positives, par exemple, à l'endroit des personnes à mobilité réduite. On pourrait exiger des quotas. Donc, en réalité, et j'ai envie de reposer la question à votre place, c'est même pas une question. Au lieu de dire qu'est-ce que la transition a prévu pour, voici ce que nous proposons, effectivement. Vous êtes venu avec une proposition. Je pense qu'on aurait commencé par la proposition et terminé par celle-ci. Pourquoi? Parce que j'estime, excusez-moi, nous ne sommes pas là pour expliquer les problèmes. Nous sommes là pour trouver les solutions aux problèmes identifiés. Je pense que si on se place sous ce paradigme-là, beaucoup de choses vont évoluer. On ne peut pas piétiner en disant le ciel est bleu. Tout le monde sait déjà que le ciel est bleu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que proposition. Maintenant, proposition. Je rajoute que, madame, je rajoute que les propositions que vous avez, vous vous rapprochez du secrétaire général de la Confédération qui pourra soit vous insérer dans une commission qui traite de ces problèmes et puis, en tout cas, votre proposition peut parvenir au Parlement. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, il faut que vous soyez impliqués. Ne dites pas,
qu'est-ce que le CETRI pense de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? On vous donne l'occasion pendant la transition de faire des propositions, de donner les contributions. Bonsoir. Il y a une dame qui avait le micro. C'est moi. Ada Isolo Edith. C'est une proposition, une interrogation. En même temps, elle englobe le monde du travail. J'ai aimé le monsieur qui a parlé de 1990, parce que nous qui sommes vieilles, même si j'ai l'air jeune, je suis très vieille. C'est en 1990, si je puis, quand l'État avait dit qu'on ne paye plus les bourses aux enfants qui avaient plus de 25 ans. Et c'est comme ça que tout le monde, du nord au sud, les gens ont commencé à rectifier les âges de leurs enfants. Et on se retrouve avec des Gabonais qui ont 10 actes de naissance. Pas parce qu'ils voulaient rectifier l'âge, mais parce qu'on le leur a imposé. On le leur a imposé. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Et même là, on tire. Hein. Nous ne sommes pas 2 millions, mais on tire. Ouais. Ce sujet d'état civil gabonais doit être au cœur de nos interrogations. Parce qu'en plus, ce qui fait mal, c'est qu'on se connaît tous. C'est que quand on arrive à la retraite, ton grand frère reste à travailler, toi tu es mise à la retraite sans rien. Bon, excusez-moi, je suis un peu comme la coordinatrice, moi je fais direct. J'avais du mal à prendre la parole, pas parce qu'il y avait, parce que je me disais, là on est en train de parler de transition. J'ai aimé quand vous avez dit, il faut maintenant que nous fassions les propositions. La transition là, nous c'est pas ça, c'est refaire le Gabon. Nous on ne veut pas être en spectateur. Parce que si l'état civil, comme vous avez dit, la charte, comme la constitution, mais le Gabonais se refaire par rapport à son état civil. Si l'état civil est touché, ça veut dire quel que soit ce que vous allez faire, vous n'aurez pas des Gabonais actifs. Donc, monsieur le SG, prenez ce problème d'état civil qui englobe le travail, qui englobe. Et là, je rejoins la jeune fille. Quand vous leur posez la question, effectivement, moi je vous la repose. Parce que ma question et mes interrogations ont beaucoup de... Parce que chez les autres, on tient compte de l'humain. Nous avons basé, ce qui n'est pas mal, hein, sur l'intellect. Mais pour se nourrir, c'est celui qui a un métier. Pourquoi? C'est pour ça que les étrangers, j'ai aimé comme l'expert l'a dit, c'est pour ça que les étrangers sont plus riches que nous. Ça ne veut pas dire que je fais leur propagande. Parce que eux, ils se sont basés sur le travail manuel. Les maçons, les chauffeurs, les cordonniers, ça veut dire qu'ils n'ont pas esprit. Mais nous, on nous dit, il faut avoir un bac, plus une licence, plus l'expérience, plus l'expérience de 5 ans minimum. Ça dit même le jeune enfant qui sort de l'école n'a pas l'expérience, donc il est. Donc c'est comment on est. Quand vous allez d'abord régler le problème de l'identité, ça veut dire acte de naissance, après, vous devez vous mettre sur le problème si on peut nous faire des écoles professionnelles. Ça veut dire le petit délinquant, excusez-moi entre guillemets, celui qui ne travaille pas, il va, et là j'ai aimé le CPI. Ça dit, s'il ne va pas à l'école 10 heures, on le met en prison. Il doit travailler. Bien sûr, il doit être coordonné, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Il y a ça, réflexion. Excusez-moi. Et puis il y a un autre problème qui me chante, c'est le problème des prisonniers. Peut-être pardon, c'est le problème des prisonniers. Chez les autres, même quand on voit les films, on a toujours vu que les prisonniers
travaillaient pour se nourrir. Moi, déjà, je ne sais pas quelle retraite j'aurai. Je dois encore contribuer aux prisonniers dans ma retraite pour les nourrir. Ça aussi, là, ils doivent travailler pour se nourrir. Il y a assez de terre. À l'époque, je voyais des prisonniers qui allaient travailler, des poussées, qui faisaient les champs. Maintenant, là, c'est le contribuable qui les nourrit, ils dorment. C'est un problème. Si quelqu'un, et c'est pour ça qu'on dit que la prison n'est pas faite pour les chiens, on va en sortir. Parce qu'ils sont nourris. Mais s'ils commençaient à 6 h du matin, ils font les champs. Ils sont, je ne sais pas moi, comme nous, je suis sûre qu'ils sont les champs. Donc, on peut aller en prison. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Sur la question des prisonniers, je ne vais pas répondre directement. Je crois que l'expert va s'occuper de cette question. Maintenant, j'ai quand même envie, une fois de plus, que nous puissions nous regarder de façon lucide et savoir qu'en réalité, nous avons un problème qui aujourd'hui tend à être dilué dans le pays. Nous avons développé des complexes sur certains métiers. Parce que autrefois, jadis, on nous a dit que c'est la fonction publique, il faut être dans un bureau, il faut avoir la climatisation, l'écran, et ça fait de toi effectivement quelqu'un qui a réussi. Or, aujourd'hui, non seulement la conjoncture et la situation économique du pays a fait que nos mentalités, du moins sur cette question, ont beaucoup évolué. Et je salue au passage des Gabonais qui vont désormais vers des métiers qu'ils ne songeaient pas faire avant. Mais il faut encore faire d'énormes progrès. Vous savez, l'experte a dit ceci. Elle a pris le cas de l'autonomisation dans le domaine des transports. Elle a dit, nos frères étrangers, quand ils sont dans cette question, ils font preuve d'un minimum de sérieux. Chose malheureusement que qui nous manque. Donc là également, il y a un travail profond sur les paradigmes, sur nos mentalités que nous devons effectuer pour pouvoir effectivement prétendre à de meilleures conditions sociales. J'insiste là-dessus. Maintenant, effectivement, la question que vous soulevez, là encore, comme je l'ai dit au préalable, c'est une question globale. Ça rentre dans quelque chose, c'est une stratégie globale d'emploi. Donc, ce sont des questions sur lesquelles il faut réfléchir, mais en profondeur, bien entendu, avec des propositions claires. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis originaire du Wellington. À Wellington, il y avait les écoles rurales, régionales d'agriculture. Les locaux sont encore là. Donc, quand on va prendre les jeunes, puisque vous représentez les jeunes, on leur pose la question, ceux qui veulent faire l'agriculture, l'école régionale est en Gaulle, elle est là. L'école régionale d'agriculture, elle est là. Vous savez, si nous voulons refaire un nouveau Gabon, nous ne devons pas piétiner ce qu'on a dit. On nous a dit, si la machette pèse, le bic ne pèse pas. Et on a fermé délibérément les comptoirs de cacao et de café qui faisaient la fierté du Gabon. C'était une volonté politique. C'est là que comme on doit refaire un nouveau Gabon, et comme vous avez les gars, ils sont même en train un peu de la refaire. Donc je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je suis en train de vous dire, on doit l'insérer dans vos travaux. Quand on va recenser les jeunes, on leur pose la question. Le lycée technique, c'est pour ça qu'il y avait une branche. Je reviens du lycée technique avant d'aller dans une autre branche. J'avais noté, j'ai un BTI en génie civil avant d'aller dans une autre. Tout le monde ne comprend pas, donc je sais de quoi je parle. Donc, on peut refaire ces branches, même chez les blancs, j'ai encore vu sur Internet, pas pro. C'est-à-dire, quand tu sors, tu travailles, tu connais faire ce que soit, tu travailles déjà de tes mains. Tu es déjà qualifié. C'est pas pour se vanter, je viens de venir du Bénin à mes vacances. Un petit de 10 ans te montre les briques.
ils appellent ça l'apprentissage. Le patron est là, patron des enfants, qui apprend à faire. Tous nos gens-là, les TP et tout, ils peuvent, il y a le génie militaire. Ils mettent les enfants. Donc arrêtons encore de le faire. Les Gabonais ne veulent pas si, ils veulent. Merci. Merci. Alors, je voudrais recadrer, recentrer les débats pour dire que nous sommes là pour vous expliquer ce qu'on entend par la transition constitutionnelle. La transition que nous traversons là, c'est quoi? Et qu'est-ce que cette transition attend des Gabonais que nous sommes? Les contributions, en fait, il ne faudrait pas que vous puissiez donner l'impression que c'est à nous que vous adressez ces contributions-là et que nous devions répondre. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais on est comme vous. On a pris un engagement citoyen, de vous expliquer ce que c'est pour savoir où vous deviez mettre les pieds. Et puis, nous vous expliquons la méthode pour faire passer toutes ces belles idées. La méthode, c'est d'être dans les commissions. La méthode, c'est d'être dans des associations. Mais ce n'est pas le cadre. Il faut. Moi, je vais prendre, par exemple, pour vous paraphraser, la situation de l'état civil qui est au sous-sol. Mais vous savez, lorsque l'honorable Mara Adila, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avait pris la décision de n'offrir les bourses, de ne rendre éligibles les boursiers que ceux qui avaient moins de 21 ans, il ne visait qu'une chose, l'excellence. Mais sachez que dans toute loi, il y a un revers négatif. Le revers négatif de cette loi-là, c'était aller faire maintenant les faux actes de naissance. Mais parce qu'on est fondamentalement faux. Parce que les faux actes de naissance des Gabonais ne reposent pas seulement sur la bourse. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont des faux actes de naissance. Lorsqu'on prend son père pour aller déclarer comme étant le père géniteur de votre enfant, c'est un faux. C'est-à-dire que vous faites un enfant, vous prenez la grossesse avec quelqu'un, et puis, le père estime que c'est un pauvre type, le nom de ce pauvre type-là ne peut pas figurer sur l'acte de naissance, il prend son propre nom, et il fait de votre enfant son père. C'est un inceste illégal. Ce sont des faux. Ça là, ça doit faire l'objet des débats en commission. Ici là, on ne peut pas s'en sortir. Il y a tellement de faux. Au-delà de l'âge, qui est un facteur déclencheur dû certainement aux bourses, il y a que même dans nos comportements, dans cette, je veux dire, dans ce frottement entre la culture et la modernité, il y a que chez les femmes, par exemple, au-delà du fait que la loi existe, ils estiment que tant que vous n'avez pas doté leur fille, l'enfant ne peut pas vous revenir. Donc tout le monde doit comprendre cela pour dire que la loi, c'est la loi, et que quand il y a la loi, tout le monde se plie à la loi. Donc nous devions travailler ces questions-là en commission. Mais c'est tellement intéressant ce que vous dites, Madame Ada, mais en commission, ce sera mieux. Parce que nous allons prendre ces propositions-là, tous, autant que nous sommes, demander par exemple d'être une rencontre à l'Assemblée pour dire, voilà les propositions que nous avons faites, mais elles seront écrites. Comment on appelle ça? Commission par commission. Thématique par thématique. Voilà ce que nous avons proposé. Nous mettons ça à votre disposition. Ils ne peuvent pas nous rejeter. Ils attendent ça. Ils attendent ça. Et nous disons, ne restez pas en retrait. Venez, soit individuellement ou en groupe, pour faire ces propositions. Vous savez, par exemple, je prends ça comme ça, la décision de subventionner les associations. Pourquoi on donne de l'argent aux partis politiques et pas aux associations? Lorsqu'on sait que parfois le travail de certaines associations est 10 000 fois mieux ou plus que le travail des hommes politiques qui n'ont même pas de siège. Il y a des partis politiques qui n'ont pas de siège, où le parti politique est composé de la femme, de l'homme et 2 enfants. Mais à la fin, on leur donne une subvention. Or, il y a des associations qui travaillent sur l'ensemble du territoire national, qui ont des sièges, qui ont un compte bancaire, qui ont des rapports d'activité, mais qui ne sont pas subventionnés par l'État. Voilà les questions d'envergure que nous pouvons soulever aussi, et qui peuvent donner lieu à une loi pour pouvoir subventionner les associations sérieuses.
Donc, les questions que vous soulevez sont tellement pertinentes. Oui, vous savez que à l'époque également, on trouvait parmi les prisonniers des professionnels, des ouvriers qualifiés. On trouvait des prisonniers maçons, des prisonniers plombiers, des prisonniers cordonniers. Et quand on les sortait donc du milieu carcéral, donc de la prison, pour aller travailler, ils faisaient un travail correct parce qu'ils étaient professionnels de cet emploi. Or, la plupart des prisonniers, sauf erreur de ma part, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, je parle pas des prisonniers, je parle en dehors de la prison, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas qualifié qu'on ne peut pas créer quelque chose pour lui. Vous avez parlé du Bénin, nous avons évoqué cette question. Au Bénin, vous avez vu le jeune homme de 10 ans qui monte les briques. Mais au Bénin, il y a une politique où personne ne traîne, c'est-à-dire que vous avez un salon de coiffure, vous prenez une coiffeuse pour former, l'État vous accompagne, l'État vous donne une bourse, vous qui êtes propriétaire de ce salon. Au terme de la formation, vous sortez 10 coiffeuses. Ces 10 coiffeuses-là vont ouvrir des salons avec un package. Et elles vont recruter également, chacune 10, ça fait déjà 100 coiffeuses. Donc ce sont des politiques sur lesquelles nous devions échanger pour les élaborer et faire des propositions. C'est-à-dire que, au-delà de la mise en place des écoles professionnelles, mais cet exemple-là peut également servir. Cet exemple peut servir. Allons-y dans la méthode. Parce que si nous monopolisons la parole sur un dialogue, des choses que nous maîtrisons, vous et moi, les autres ne comprendront pas grand-chose et on va les ennuyer. Or, si c'est dans le cadre d'une commission, on pourra en débattre à bâton rompu et puis produire quelque chose qui pourra servir. C'est pas à nous de faire c'est pas chez nous qu'on venait faire les propositions. Nos propositions et les vôtres là, c'est à l'Assemblée. C'est là-bas où nous nous attendent. Force vive de la nation. Désormais, on a dit, les associations ne sont pas en reste. Les associations également ont un mot à dire. Et donc, nous venons dans le cadre d'une confédération. Et dans la confédération, nous recevons les associations qui ont un récépissé définitif ou provisoire. Quand il est provisoire, on va pousser pour qu'il devienne définitif. Il faudrait qu'on ait l'objet pour éviter les confusions avec la politique. L'objet de l'association. Et puis, pour adhérer à une association, je pense que même dans le fonctionnement de vos associations, il n'y a même pas des gens qui cotisent parce qu'ils estiment que c'est votre affaire. Il faut apprendre à cotiser parce que l'association vit de ses cotisations. Vous savez ce qu'on fait ici? On loue les tentes, on loue les chaises, on loue les micros, on appelle ci, on appelle ça. Après, on va vous donner quand même un rafraîchissement. On n'est pas obligé de le faire, mais parce que au Gabon, on est hospitalier, donc partout où on part, on essaie de démontrer cette hospitalité. Alors, ce que nous faisons là, mais ça ressort des cotisations. Des cotisations, mais ces cotisations-là ne servent pas seulement aux membres, ça sert au plus grand nombre. Alors, je souhaiterais que les propositions qui vont être faites le soient auprès du secrétaire général après l'échange que nous avons sur la transition constitutionnelle. Vous deviez savoir ce que c'est et puis vous préparer pour la constitution à venir. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est M. Fabien Alvin Mandoukou, président de l'association Jeunesse Active Gabon d'abord, membre de la Confédération. Pour enchérir ce que disaient les membres du bureau, nous avons créé une commission. Dans la Confédération, il y a une commission nous gérons, donc, qui fait dans l'emploi, formation et réinsertion. Et dans cette commission, nous avons créé l'Agence nationale des petits métiers et de l'insertion sociale. Donc, c'est juste pour rafraîchir un peu la maman, pour dire que nous avons pensé à tout le monde. Ne pensez pas peut-être que nous n'avons pas eu l'idée, par exemple, de penser à ceux et celles qui n'ont pas de métier, parce qu'on a pensé à ceux qui ont des métiers, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des formations et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des qualifications et ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi nous avons créé cette Agence nationale des petits métiers de l'insertion sociale. Et pour appeler aussi le jeune homme là-bas, l'écolier, pour dire que la confédération que nous sommes, nous avons pensé aussi travailler avec les élèves que vous êtes. Donc nous allons travailler avec les coopératives, les établissements. Donc une fois les coopératives seront créées, la confédération passera dans les établissements pour travailler avec vous. Merci. Merci. Je me réjouis de ce que, à la fin de notre rencontre, la plupart des participants ont cerné ce que c'est la transition
et ce que le CETRI attend, j'ai envie de dire, les contributions citoyennes que vous devez apporter pour un nouveau Gabon. Alors, on s'approche de la fin. S'il y a une dernière question qu'on va prendre, parce que deux dernières questions, et puis on va se séparer. Alors, On avait le monsieur là. non, lui, il lève la main depuis là. Deux dernières questions. Oui, oui. Deux dernières questions. Il y a les deux dames là. Il y a les deux dames là. Merci. D'accord. Pas de problème. Donc, 4 dernières questions finalement. 4 dernières. Je m'appelle Jean-Pierre Aubin, ancien président du Conseil de membre de l'association de de la Table. Voilà. Moi, je reviens sur ma question et en même temps une question, en même temps moi aussi. Je voulais dire ceci, parce que j'ai fait un constat est amer, parce que le simple fait d'être handicapé, on ne peut pas dire que la terre de travail. Non. Parce que moi, j'ai des ambitions, et nous avons tous ces ambitions. Malheureusement, les gouvernants ne tiennent pas compte de ça. Parce que je vais vous donner un exemple de la terre. Là où nous sommes là, la partie auquel nous sommes assis ici, c'est moi qui ai entrepris tout ça. Et là-bas, jusqu'ici. D'habiter ici, vous ne pouvez pas savoir. J'ai fait des propositions à notre mairie et l'État, vraiment qui n'aboutissent pas. Parce que moi, je pense que le simple fait d'être handicapé n'amène pas à ne rien faire. Par contre, vous devez suivre certaines choses. J'ai vu le moment où il travaillait ici. J'ai fait la partie de la santé là-bas jusqu'ici. Et j'avais fait un constat lorsque j'ai terminé de nettoyer tout ça. La mairie vient, la mairie qui est censée ramasser toute la santé, vient, il laisse la santé que j'ai bien travaillé, bien regroupé, il passe. Cette santé repousse, je dire encore des herbes. Simplement, ça m'avait vraiment démoralisé. Je ne comprenais rien. Où on veut continuer à sauver notre pays, à développer notre pays, ou bien on veut la remettre en arrière, je ne comprenais pas. Voilà pourquoi moi, je voulais proposer ceci. Je pense que l'État doit vraiment mettre cette fois-ci, en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap, soit dans des mairies ou dans des assemblées, dans les éducations. Parce que c'est la tête qui travaille, c'est pas les pieds qui travaillent. La tête peut faire quelque chose que les pieds peuvent. Tout à fait. Bonsoir. Je suis Frondela Mwasiwe Mylène, jeune. J'ai une association, mais elle n'est pas encore légalisée, nous fait tourner. En fait, si je comprends bien, la transition nous emmène à nous apprêter pour les élections prochaines afin de construire un Gabon meilleur. C'est ça? Ok. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour cette transition. Nous sommes partants. Mais mon problème, c'est au niveau de nos préoccupations, nous les jeunes, nous les Gabonais. Est-ce que nous serons vraiment entendus, compris? C'est ma question. Le président actuel nous disait, dit tout le temps qu'il travaille avec le peuple. Qu'il va travailler avec le peuple pendant toute sa période de transition. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que réellement il travaille avec le peuple? Parce que lorsqu'on voit certaines nominations, je pense que la voix du peuple n'est pas réellement écoutée. Ça, c'est la première chose. Secondement, qu'est-ce qui nous rassure? Je veux dire, qu'est-ce qui nous assure qu'après la transition, nous serons écoutés? Le Gabonais veut être acteur, il ne veut plus être observateur parce qu'il est trop resté en retrait. Mais est-ce que après cette transition-là, le Gabonais aura la place d'acteur? Je veux dire, le Gabonais qui n'est pas dans le groupe des dirigeants, le Gabonais qui n'est pas dirigeant, le Gabonais, je vois, mes frères, mes sœurs,
les citoyens gabonais, est-ce qu'ils seront écoutés ou compris après la transition? Merci. Pour la troisième question qu'on va rester, on va passer toute l'après-midi ici. Poser des questions. Bonjour. Je vais continuer. Je pose une question du travail que vous menez sur le terrain. C'est l'une des explications, c'est la pédagogie que vous faites. Il faut toujours revenir expliquer ce que vous avez déjà dit. Voilà. Et c'est pas une question, mais plutôt une proposition qui est à l'endroit de mon confrère surnom sur les garde-fous de la charte. Moi, je dis, est-ce que les garde-fous suffisent? Nous devons plutôt revenir sur les attributs du président de la République. Parce que quand on dit qu'on est chef suprême, je ne sais pas ce qui peut être au-dessus de la suprématie. Dieu. Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? Quand on est chef suprême, on a le pouvoir de décider, de décision, de faire ce qu'on veut. Le prochain, là, pourra toujours toucher la Constitution et la changer. Il n'y a pas qu'au Gabon où on fait ça. Ça se fait dans d'autres pays. Revoir les attributs du président de la République. Parce que quand on est chef suprême, vous êtes au-dessus de tout. Même de la loi fondamentale dont on parle, c'est la Constitution. Merci. Proposition. Non. Il répondra à votre préoccupation, je réponds au monsieur. J'aimerais toutefois souligner que malheureusement nous sommes arrivés à terme. Ce sont donc les dernières questions qui venaient d'être posées. Il y a une dernière question ici de la dame. Oui. Alors, monsieur n'en l'a dit. Mais c'est à vous de faire en sorte qu'il ne soit plus chef suprême, bon sang. C'est à vous. C'est à vous. Lorsque la Constitution va passer, non, c'est non. Mais il faut maîtriser la nature des régimes. Le détenteur de nos vies, c'est Dieu. Mais si vous-même vous choisissez que ça soit un être humain comme vous, c'est à vous. Est-ce qu'on se comprend que notre démarche, au-delà de la pédagogie, voudrait susciter un éveil citoyen? C'est l'éveil que nous suscitons. Ne soyez plus passifs. Soyons actifs, soyons des acteurs. Mais si vous nous dites à nous, qui sommes-nous? Deux pelés, trois tendus? Le peuple, c'est vous? C'est nous. Les propositions viendront, venez, c'est pas loin, c'est là à côté. C'est pas grave. Qui veut, peut. Qui veut, peut. À force d'envoyer les gens, permettez-moi, vraiment mon frère, à force d'envoyer les gens, parfois ces gens-là ne traduisent pas ce que vous voulez. Parfois c'est dénaturé. Parfois c'est dénaturé. C'est-à-dire qu'une virgule ne sera pas changée sur les propositions que nous ferons. Rentrez dans les commissions et faisons des propositions. Nous avons un certain âge avec nos petits cheveux grisonnants là. Donc ça veut dire qu'on a vu pas mal de choses passer sous les yeux. Mais les jeunes qui arrivent également, peut-être voient plus loin. Nous devons les prendre avec nous. Et leur expliquer notre vécu. Il ne faut pas qu'ils refusent. Il ne faut pas qu'ils disent que nous sommes de trop. C'est à nous de le faire. Soyez la bienvenue à la Confédération. Ok, je m'en vais comme ça répondre à la question de la dame. C'était deux questions essentiellement de savoir est-ce que les jeunes seront écoutés et qu'est-ce qui garantit le fait qu'après la transition, les jeunes soient à nouveau écoutés. Déjà, je veux qu'on soit parfaitement alignés. L'opportunité que nous offre la transition, ce n'est pas simplement de préparer la prochaine élection. Il s'agit de bâtir le Gabon des 50 prochaines années. Donc en réalité, nous avons l'opportunité historique de bâtir, de poser les fondements du Gabon rêvé par nos ancêtres.
qu'est-ce qui garantit que les jeunes soient écoutés? Ou bien quand vous posez la question, est-ce que les jeunes seront écoutés? Non. Là encore, permettez-moi de ne pas vous suivre dedans. Pourquoi? Parce que la garantie que le jeune soit écouté, c'est le jeune lui-même. Comprenez? Ici, on n'est pas en train de, je sais pas, de demander le mot. Je ne vous apprends rien quand je dis que 65% de la population gabonaise est jeune. Donc ça veut dire que c'est la majorité. Si la majorité n'a pas conscience qu'elle est la majorité, en réalité, elle se laisse elle-même. La majorité était majorité autrefois, mais elle n'a pas été écoutée. Oui, je veux répondre à votre question. Ok, vous permettez que je développe. Ok. Si la majorité a été silencieuse, vous comprenez, quelqu'un m'a dit. Pas silencieuse, elle n'était pas écoutée. Vous voulez que je réponde à votre question? Parfait. Quelqu'un m'a dit, celui qui chante dans la chambre n'a pas plus d'impact que celui qui danse dans la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous estimez que par notre jeune âge, je m'inclus dedans, nos propositions ne peuvent pas aller au-delà de nos oreilles. En réalité, il le sera ainsi. Aujourd'hui, on vous offre, je veux dire, des canaux, des canevas. Vous dire que si vous n'êtes pas écouté, vous avez dit que vous êtes présidente d'une association. C'est cela, en voie de légalisation. Donc, en réalité, cette association est déjà une voie morale. Ça va au-delà de la personne. Ce sont des personnes physiques qui constituent cette personne morale. Donc, plusieurs personnes, plusieurs intelligences réfléchissent sur les questions en rapport avec le but que vous avez défini. Mais, excusez-moi, personne ne portera votre panier mieux que vous-même. Donc, en réalité, votre voix, en fonction, je veux dire, dans les limites de vos possibilités, vous devez la faire entendre. Et n'attendez pas qu'on vous dise que, oh, comment ma voix sera entendue. Non, faites-la entendre. Parce que la voix que j'ai, c'est la voix que ce monsieur a et les autres l'ont. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on entendra plus ma voix? C'est certainement parce que, sur des questions que j'estime être importantes, je ne transige pas. Quand il s'agit de dire non, je le dirai non. Donc, à vous également, concernant, je veux dire, toutes les questions qui vous seront proposées, il s'agit de réagir de façon intelligible. Réfléchissez en profondeur sur les questions. Ne dites pas, on ne veut pas ça. Ok, vous ne voulez pas ça. Pourquoi vous ne voulez pas et qu'est-ce que vous proposez? C'est en réalité le côté, effectivement, la méthode et le côté qualitatif qui est recherché pour le Gabon de demain. On n'est pas dans le vous-vous-élisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien, mais si je comprends, on va aller au longueur. Donc, c'est mieux de faire. Moi, je voulais simplement dire, si jamais auparavant, on a estimé que les jeunes n'ont pas été pris en compte, n'ont pas été écoutés, je crois que c'est le moment de faire en sorte que ce soit le cas. Vous savez, lorsqu'on parle de façon individuelle, on a moins de chances de se faire comprendre, d'être pris en compte lorsqu'on parle de façon collective. Et je crois que c'est même ça l'essence de la confédération. Donc, il faudrait que les jeunes, ensemble, d'une même voix, se fassent entendre, parce que si on parle de façon dispersée, chacun de son côté, malheureusement, on n'aura pas plus d'impact que si on le fait de façon collégiale. Et je crois que la Confédération aujourd'hui nous donne une opportunité. Voilà, c'est pour répondre à votre interrogation. La Confédération aujourd'hui nous donne une opportunité de pouvoir éventuellement parler tous d'une même voix, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes qui vont avec un handicap, de façon générale, peut-être que la voix soit portée en gros, que ce soit présent. Merci pour cette contribution. Alors, je voudrais, une minute, pardon, elle va intervenir. Je voudrais rebondir, madame, pour dire que le tout, c'est pas de crier. Parce que dans nos villages, dans nos maisons et dans nos familles, on sait un peu ce qui fait beaucoup de bruit. C'est quand c'est vide que ça fait beaucoup de bruit. Mais il faut pas insister dans ça. Dites-moi un peu, lors des meetings là, c'était pas les jeunes qui étaient nombreux? Répondez-moi.
Non, dites-moi, répondez à la question. Parce que vous voulez en faire un débat. C'était pas les jeunes qui étaient nombreux. C'est les jeunes qui étaient nombreux. Non, madame, c'est pas qui les forçait. Ils suivaient quoi? Mais ils ont des problèmes, ils sont démunis. Ils courent derrière les 5 000, ils courent derrière les enfants. Madame, je vous dis, c'est pas, nous on n'est pas là parce qu'on ne représente pas un parti politique, on ne représente pas le CETI. Ce que nous faisons là, on n'a pas été envoyé par Monsieur le Président de la Transition, on n'a pas été envoyé par le Parlement de la Transition ni le gouvernement de la Transition. Notre démarche est une démarche purement citoyenne pour dire aux compatriotes que soyons patriotes. Nous avons à un moment donné navigué à vue. On ne comprenait pas les enjeux. Voilà une opportunité qui nous est offerte. Comme en 1990, les jeunes n'avaient pas pris part réellement au débat. En 2023, les jeunes, les femmes, les hommes, intégrons-nous dans le débat et comprenons qu'il faut saisir cette opportunité. Ce n'est pas une question d'écouter X ou Y personne. Si vous faites des écrits sur l'audition que vous voulez avoir, parce que quand vous parlez des jeunes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont même pas se reconnaître dans vos propos. Je pense qu'il faudrait plutôt organiser ce que vous avez déjà comme support, l'association. Vous dites que l'association n'a pas été légalisée. Commencez par la légaliser. Et si vous ne savez pas comment on force, demandez. Parce qu'ici au Gabon, on pense qu'on ne peut pas poursuivre devant les juridictions des ministères. Vous avez le droit. Mais si vous ne savez pas et que vous vous mettez à crier, on va vous prendre pour une, ça fait rien pour utiliser l'expression des autres. Mais si vous êtes informé de ce que, si je dépose ma requête pour légaliser mon association, alors que je l'ai formée conformément à la loi de 1962, il me semble, 62, voilà, il n'y a pas de raison que l'administration concernée par la question ne puisse pas me donner le récépissé que je veux. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous ne demandez pas, mais vous criez, personne ne va vous entendre. En revanche, si vous savez, vous allez même dans une juridiction, vous dites que bon voilà, moi j'ai déposé mon dossier pendant tant de mois, ces gens-là ne veulent pas légaliser, je voudrais que vous les obligez à légaliser parce que c'est une obligation. On va vous prendre au sérieux. Donc en fait, lorsque vous dites que les jeunes, en général, n'ont pas été écoutés et que vous avez des appréhensions sur le fait qu'ils ne soient pas à nouveau écoutés, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous donnez comme travail. Et vous-même, il faudrait que vous ayez un discours impactant, un discours qui charme les autres pour dire que nous pouvons suivre ce leader-là, il peut nous amener loin. Mais si vous êtes défaitiste pour dire que hier ça n'a pas marché, c'est sûr que demain ça ne va pas marcher, je ne suis pas sûr que les gens ne vont pas vous suivre. Alors pour revenir à ce qui nous amène ce soir ici, nous sommes venus pour vous dire chaque voix compte, chaque réflexion compte, chaque idée compte. Les contributions qui sont attendues, ce sont les contributions des citoyens. Et on vous donne la méthode. Vous le faites individuellement, vous le faites dans le cadre associatif, ou vous le faites dans des confédérations. Mais dans tous les cas, l'objectif à atteindre, c'est que ces choses-là soient faites en forme de loi. Quand il y a une loi, vous pouvez prendre la loi là, vous prenez votre téléphone, vous mettez devant vous. C'est ce que les activistes font. Ils n'ont pas besoin de réunion. Vous prenez le téléphone, vous mettez devant vous, vous prenez la loi, vous la lisez, et puis, je vous assure, madame, faites ça 2 fois, 3 fois. Si vous êtes pertinente, on va faire attention à ce que vous dites. Dernière question. Je suis madame Inezengo, épouse de vous allez m'excuser, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, juste un conseil de sage à vous donner. Femme, homme, c'est enfin notre sort vers la félicité. Nous sommes venus cet après-midi pour écouter ces 2 charmantes dames. C'est juste pour nous expliquer que c'est la transition. Elles ont été claires, elles nous ont expliqué, nous avons été hâte. Nous étions dans les commissions,
pour pouvoir poser nos problèmes en fait pour nous aider. Quand M. Damas Aleka a fait l'hymne national, quand il a fait ça, a fait notre sort de la félicité, vraiment, c'est un monsieur vraiment, même juste aujourd'hui, je vais peut-être déclarer qu'il n'est pas mort. Il savait de quoi il disait. Donc, il faut dire au jour d'aujourd'hui que nous ne serions pas éduqués, mais c'est le plus respecté l'hymne national. Donc, chers frères, chers enfants, un conseil de sage, allons-y vers l'avant. Unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Merci. J'aimerais qu'on fasse un peu les applaudissements. Je crois que son intervention résume parfaitement l'urgence de la séance à travers cette phrase, c'est en fait notre sort de la félicité. Franchement, c'est un peu ce qui est également gage du cerveau vers là, c'est-à-dire l'espoir issu de cette journée du 30 août dernier. Et c'est également ce qui nous a inspiré à introduire cette dernière étape de nos journées consultatives, qui nous amène justement à répondre à l'unisson cette célèbre phrase inscrite dans notre hymne national, notamment « C'est enfin notre essor vers la félicité ». Mais pour que je ne sois pas le seul et qu'elle également ne soit pas seule à le dire, j'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, humblement, respectueusement, à bien pouvoir s'élever pour entamer à l'unisson notre cher hymne national dans laquelle nous retrouvons cet enfin notre essor vers la félicité. Et pour l'entamer, je ne sais pas si le DJ a prévu que c'est sa phrase, mais je vais laisser la cordeau guider justement ces moments. Ma voilà. 1, 2 et 3. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord. Une aurore se lève, encourage la guerre, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monde, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage la guerre, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Commencer par ce ruban vert. Le ruban vert symbolise l'espoir. L'espoir que nous n'allons plus lâcher. L'espoir d'un Gabon nouveau, rénové, avec des institutions fortes, crédibles et fiables. Cette consultation sur la transition, qu'est-ce que vous dites aux populations? Eh bien, que vous attendez d'eux? Oui, ce que nous disons aux populations, c'est de dire que la phase de la transition est une phase provisoire pour pouvoir apprêter notre entrée vers dans le nouveau Gabon, et qu'à ce titre, nos idées comptent, nos idées sont attendues pour pouvoir élaborer les nouveaux textes qui vont, si vous voulez, façonner les nouvelles institutions. Et donc, le message est plutôt bien passé et nous sortons de là suffisamment satisfaits. Et une personne très ressource en tant que juriste de formation, la transition, elle est là pour quoi faire en réalité? La transition est une phase, comme son nom est suffisamment évocateur,
c'est un passage d'un pan à un autre. Nous avons fini avec l'ancien régime, nous préparons le nouveau régime et ce passage s'appelle la transition. Et donc pendant la période de transition, ce sont les idées de toutes les forces vives de la nation qui sont attendues pour pouvoir préparer déjà les grandes lois, notamment la constitution de la République gabonaise, qui va dessiner, si vous voulez, les grandes institutions qui vont, si vous voulez, accueillir en fait l'entrée des concitoyens dans le nouveau Gabon. Et puis, il y a que pendant cette transition, l'État n'arrête pas de fonctionner, l'État continue de fonctionner, mais avec des institutions provisoires comme la présidence de la transition, le gouvernement de la transition, le Parlement de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition et le Conseil national de la transition qui n'est pas en reste. Donc voilà un tout petit peu ce que nous expliquons aux compatriotes pour pouvoir saisir, si vous voulez, la portée même de la phase transitoire avant d'entrer dans le nouveau Gabon avec les nouvelles institutions. Vous avez commencé depuis quand? Vous avez déjà abordé combien d'étapes déjà avant de... Nous avons été à Mélène. Après Mélène, nous avons été à Bellevue, Bellevue à Québec. Aujourd'hui, nous sommes à Kanda et très prochainement, nous serons dans une autre ville, dans un autre quartier ou une autre ville, si vous voulez, du Grand Libreville. Vous envisagez aussi d'aller à l'intérieur du pays? Oui, nous ambitionnons d'aller à l'intérieur du pays. Tout dépendra d'un certain nombre de choses. Alors, parlons un peu de cette confédération-là, c'est quoi? La confédération est née des suites de la rencontre que nous avons eue à la présidence de la République, à l'invitation du président de la transition. Alors, à la présidence de la transition, je voulais dire, c'est une présidence de la transition, à l'invitation du président donc de la transition, et nous avons constaté que certains s'étaient arrogés porte-parole de la société civile, alors que la société civile est multiforme. La société civile a également des petits regroupements qui n'ont pas, si vous voulez, un ancrage sur le plan régional et international. Nous nous sommes sentis, si vous voulez, un tout petit peu mis à l'écart et faisant le constat également des comportements jadis où les associations n'étaient pas prises en compte. Nous avons donc décidé d'être plus forts, d'être invincibles et visibles en créant cette confédération des associations du Gabon qui a pour objet principal la coordination des actions des différentes associations et surtout la défense des intérêts communs auprès des pouvoirs publics. Ok, d'accord. Dernière question, vos échanges avec les populations, est-ce que vous pouvez faire un résumé de comment est-ce qu'ils reçoivent votre message sur la transition et quels sont les retours des populations que vous avez rencontrées depuis votre périple? Il faut dire que les anciens formats sont encore là et c'est visible. Je pense que vous avez constaté comme nous, où les populations pensent qu'il y en a qui doivent, quand ils parlent du Gabon, c'est comme s'ils parlaient d'un autre pays. Ils estiment qu'il y en a qui doivent travailler pour eux, aller leur dire, dites-leur de faire ci, dites-leur de faire ça. Or, aujourd'hui, c'est, en fait, si vous voulez, une méthode entreprise par la Confédération de la prise de conscience que l'on doit impulser auprès de ces populations pour qu'ils se sentent comme de véritables citoyens et saisir en fait ces opportunités-là, cette opportunité unique, inattendue qu'est la période de la transition. Donc l'événement qui a commencé le 30 août 2023 et qui va certainement s'achever au terme de la transition dont la durée sera déterminée très prochainement. Donc voilà, nous essayons parce que ce sont des habitudes qui sont ancrées dans l'esprit des populations gabonaises et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc pour les enlever, vous savez que il y a un adage qui dit que les habitudes ont une tête, les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes, les longues habitudes ont une tête dure et parfois il est difficile pour ces gens-là de comprendre ou de réaliser qu'ils soient appelés à participer personnellement aux affaires du pays, aux affaires publiques. Merci beaucoup. C'est nous. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes là de prendre part à une rencontre organisée par une confédération. Au sortir de cela, comment vous avez d'abord apprécié la rencontre? Au sortir de cela, qu'est-ce que vous retenez? C'est toujours la bienvenue dans ce contexte de partage, de donner et de recevoir. Parce que cet après-midi, on a appris
qu'est-ce que c'est la transition? Parce que dans nos quartiers, sans savoir que nous, on a d'autres interprétations. Chacun va de comment c'est, qu'est-ce que c'est, mais aujourd'hui, on est édifié à travers la coordination des ONG du Gabon. Qu'est-ce que c'est la transition? Et on va impacter, on va transmettre dans nos quartiers, dans nos maisons, qu'est-ce que c'est la transition. Vous appartenez à une association? Non du tout, je suis chef de quartier. Vous êtes chef de quartier, oui. Justement. Vous êtes prêt à recueillir des doléances venant de plusieurs personnes qui ne sont justement pas prêtes à aller vers des associations? Bien sûr, parce que c'est l'objectif de mon déplacement, vous voyez, de Libreville à Akanda. Cet après-midi, c'est l'histoire de m'acquérir un peu plus de connaissances et pouvoir donner l'information à mes administrés. Justement, à l'occasion que vous avez donnée, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos administrés? À mes de façon résumée, est-ce que vous pouvez les inviter à venir vers vous? Oui, en fait, je vais dire à mes administrés, et surtout, c'est pas le moment de demander les doléances, de poser des... Comment dire, la transition doit nous faire ceci, doit nous faire cela. Laissons la transition faire son travail. On doit soutenir la transition, chacun à son niveau. Chacun à son niveau doit impacter. Laissons la transition faire son travail. Et après, pendant la période électorale, on pourra imposer à nos futurs députés, à nos futurs ministres, dire que voilà notre problème, de nous résoudre nos problèmes. Mais cette fois, laissons la transition parce que tout est à refaire, comme disait l'autre. Merci. Elle savait notre sort. Je vais la féliciter.